tous, ou comme nous le savons tous, le Sahel est abonné à l'action humanitaire et est l'un des plus gros consommateurs de l'action humanitaire. Voilà au moins depuis 10 ans ou un peu plus que cette zone de l'Afrique, cette zone du monde fait face à des crises multiples, que ce soit des crises liées au terrorisme, à l'insécurité, des crises liées aux conflits communautaires ou aux crises liées au changement climatique qui entraîne une rareté des pluies, mauvaise récolte et tout ce qui s'ensuit, la crise alimentaire et un peu la famine ou la malnutrition selon les zones ou selon les pays. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs humanitaires, que ce soit des ONG, autres associations ou même des agences étatiques qui interviennent pour essayer d'apporter leur soutien à soulager les souffrances de ces populations. Et donc, sur la base de ça, de tous ces intervenants et nous, issus du Sahel, nous avons observé un peu ce qui se passe et on a lancé une enquête qu'on a appelée les acteurs de solidarité internationale et le contexte sahélien. Et une enquête qui nous a permis d'identifier un certain nombre de défis auxquels font face ces acteurs humanitaires qui interviennent au Sahel. Que ce soit des défis liés même à leur propre sécurité, des défis liés à la rareté de mobilisation des ressources pour contribuer à atténuer les souffrances des populations, des défis liés à la collaboration avec les services de l'État, des défis liés à l'accès humanitaire et des défis même liés à la qualité de la main-d'œuvre qu'ils recrutent localement et plein d'autres défis comme ça. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas, compte tenu de ces défis identifiés, rassembler, réunir tous les acteurs qui interviennent autour d'un événement, autour de ce salon qu'on a voulu appeler comme ça, et que ça se discute et que ces défis soient transformés en thématiques et que ces thématiques soient discutées au cours des différentes conférences qui auront lieu du 15 au 17 novembre, ici même à Niamey, et qu'il en ressorte peut-être des recommandations et une feuille de route pour l'intervention humanitaire au Sahel. Les motivations, elles sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être subjectives, comme elles sont pour la plupart objectives, puisque, comme je le disais, le Sahel et le Niger aussi est l'un des plus grands abonnés de l'action humanitaire et des plus gros consommateurs. Aujourd'hui, quand on regarde en dehors de tous ces défis qui ont été identifiés, cette zone fait face à une vulnérabilité, on va dire, qui s'inscrit désormais dans la durée. Donc une vulnérabilité durable. Mais c'est possible aussi de transformer cette faiblesse, cette vulnérabilité en force, en profitant par exemple de ce genre d'événements, réunir. Et cet événement, qui va réunir tous les acteurs de la chaîne humanitaire, qui peut être un outil de mobilisation beaucoup plus de ressources, qui peut être aussi un outil de consolidation des acquis, soit des acquis en termes d'expérience d'intervention dans cette zone, mais aussi des acquis d'expérience par rapport à la main-d'œuvre sahélienne, nigérienne, qui intervient aussi partout dans tous les continents, qui occupe des responsabilités énormes, mais qui malheureusement, cette main-d'œuvre, elle est sous-exploitée chez elle. L'amener chez elle, intervenir surtout par rapport à l'école que nous voulons créer, College of Humanitarian Affairs, au sortir de ces salons, ça veut dire que c'est toutes ces expériences acquises par tous ces Nigériens, par tous ces Sahéliens qui interviennent partout dans le monde, qui va être transformé ici, donc en un acquis et en un point fort, et pour le Niger et pour cette zone. Alors qu'aujourd'hui, c'est dispersé, c'est beaucoup de forces, mais dispersé, dont personne ne fait usage. Donc ça, c'est aussi, entre autres, en termes de motivation. Le salon, comme je le disais, en termes de mobilisation des ressources, il va être un point très fort et qui va aider les États du Sahel, qui va aider les ONG, tous les intervenants, à pouvoir mieux mobiliser les ressources qu'ils ont besoin dans le cadre de leurs interventions. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, par rapport aux différentes urgences, ça va être une forme de, comment dirais-je, le Sahel, le Niger donnera la voie, et le modèle humanitaire adapté au Sahel, puisque
le plus souvent, on parle de l'humanitaire, le plus souvent, on parle de l'Afrique. Il n'y a que des Afriques. Et l'humanitaire aujourd'hui, selon qu'on intervienne en Afrique de l'Ouest, dans les Sahel, selon qu'on intervienne dans les Grands Lacs, ou selon qu'on intervienne dans le Caucase et tout ça. Et je pense que les moyens d'intervention ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que des fois, si les outils ne s'adaptent pas au contexte, et malheureusement, on risquerait de ne pas avoir les résultats escomptés parce que tous les outils ne s'adaptent pas partout. Et des fois, nos façons d'intervenir doivent s'adapter au contexte et aux communautés. Et je pense que ça fait partie, entre autres, des choses qui manquent aussi au Sahel. Comme je le disais, l'intervention humanitaire ou les besoins humanitaires s'inscrivent désormais dans la durée dans cette zone. Donc ça veut dire qu'il faut la repenser pour vraiment, pour vraiment avoir des résultats en termes d'action et qu'on puisse voir clairement. Sinon, voilà, nous sommes en train d'intervenir chaque fois, tous les jours, chaque mois, mais les problèmes persistent et voilà, ils restent entiers. Dans un premier temps, ce qu'il faut voir, voilà, il y a les Sahel central, les G5 comme on l'a dit, mais vous avez le Nigeria et vous avez les Cameroun. Voilà pourquoi on a fait ce choix, puisque le Niger, qui est le pays hôte, partage plus de 1000 km de frontières avec le Nigeria. Le nord-ouest du Nigeria est intimement lié avec le sud du Niger, comme le nord-est du Nigeria qui est intimement lié avec les sud-est ou l'est du Niger, la région de Difa. Et on a vu tout ce qui s'est passé avec Boko Haram. Et de l'autre côté aussi avec les banditismes qui sévit aujourd'hui dans les États comme Katsina, comme Zamfara, comme Sokoto, et comment ça impacte sur le Niger, à Maradi, à Tawa et tout ça. Donc voilà pourquoi on dit, quelle que soit la situation, si vous la réglez seulement au Niger ou bien dans les Sahel central et qu'elle ne touche pas le Nigeria, le nord-ouest du Nigeria, c'est comme si vous n'avez rien fait, puisqu'aujourd'hui, le nord-ouest du Nigeria, c'est dans les 49 millions de population, pendant que le G5 il représente aujourd'hui un peu plus de 100 millions. Donc voilà, c'est à peu près la moitié de la population des G5. Mais vous avez aussi de l'autre côté le grand nord du Cameroun qui est intimement lié avec le nord-est du Nigeria. Donc on a vu tout ce qui s'est passé, voilà, par rapport à Boko Haram, comment ça a touché aussi de l'autre côté. Et dans tous les cas, donc voilà, c'est ça on dit, bon, pour vraiment parler de l'humanitaire dans cette zone du Sahel, il faut aussi parler du Nigeria, qui aujourd'hui constitue en elle-même l'une des causes, il faut le dire, il ne faut pas se voiler les faces, voilà, l'une des causes, puisque par rapport à ce qui s'est passé, Boko Haram et au banditisme qui sévit, et aujourd'hui quand vous regardez le Nigeria, le nord-ouest Katina par exemple, selon les chiffres de MSF, il est attendu cette année plus de 100 000 enfants qui seront admis dans les centres de récupération nutritionnelle. Et il y a des impacts aussi, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a des enfants des deux côtés des frontières entre Maradi et Katina. Donc voilà, voilà c'est intimement lié. Voilà pourquoi on s'est dit, on les prend ensemble. Le Nigeria, à travers sa partie, la partie nord-ouest et nord-est, et aussi le grand nord du Cameroun. Bon, les opportunités, par exemple, ils ont une grande chance de faire de la redevabilité vis-à-vis des populations au nom desquelles elles interviennent, au nom desquelles elles mobilisent les ressources. Et la redevabilité aussi vis-à-vis des États récipiendaires, avec qui ils ont des accords, des protocoles d'accord type. La redevabilité aussi vis-à-vis des bailleurs. Mais mieux aussi la redevabilité vis-à-vis des populations d'autres continents qui financent ces bailleurs ou bien qui financent ces organisations directement. Puisque les Niger ou bien ces salons, tous les médias du monde, en tout cas aujourd'hui avec lesquels nous avons des contacts, feront focus sur ces 3 jours. Donc à travers des documentaires, à travers des reportages et tout ça, sur les différentes réalisations qui sont faites ou qui sont en train d'être faites par ces organisations. Donc c'est une grande opportunité aujourd'hui de communication vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis des bénéficiaires, vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des États récipiendaires, donc pour les organisations. Et après aussi, c'est une grande opportunité pour eux de venir, pour ces organisations, de venir rencontrer les différents bailleurs institutionnels, privés et tout ce qui s'ensuit pour négocier de nouveaux projets. Mais c'est aussi une grande opportunité pour rencontrer les jeunes africains sahéliens qui sont porteurs de projets qu'on a appelés APSL, Application pratique pour la solidarité
locale, qui est une forme de concours d'appel à proposition destiné aux jeunes âgés de 18 à 35 ans qui vont faire des propositions, des projets innovants qui participeront à l'atténuation des souffrances des populations. Donc ces projets qui peuvent être éligibles non pas seulement par les organisateurs du salon, mais aussi qui peuvent intéresser les différentes organisations qui interviennent au Sahel pour les élargir, puisque aujourd'hui c'est sous forme de micro-projets que nous avons lancé les concours avec des prix allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. Mais ça veut dire qu'il y a une autre échelle un peu plus importante, donc ça peut être élargi et beaucoup plus en considération. En fait, c'est pour amener les jeunes et les populations sahéliennes à faire des propositions d'intervention adaptées par rapport aux souffrances auxquelles font face leurs propres populations. Pour le moment, en termes de mobilisation des ressources, c'est en cours. On a eu beaucoup de rencontres, la communauté humanitaire pays ou bien la communauté humanitaire au niveau de la région du Sahel. Et le plus souvent, ce qui revient, puisque souvent, ce sont des partenaires de l'État, avant qu'ils ne soient les partenaires de qui que ce soit. Mais il faudrait que cet État, surtout l'État du Niger, aujourd'hui parle de vive voix à ses bailleurs ou bien à ses partenaires pour dire que je porte ce salon, il se tient au Niger, les organisateurs sont crédibles, cette initiative elle est crédible, je la soutiens et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui manque, c'est ça qui retarde malgré un peu les différentes rencontres qu'on a eu à faire à plusieurs niveaux et c'est ça. Mais ce qu'il faudrait aussi savoir pour l'État du Niger surtout, quand on prend des milliers de personnes qui seront mobilisées pendant cette période. Quand on regarde les dizaines, sinon les médias les plus importants du monde qui feront focus sur le Niger par rapport au fait que, en dehors du fait que le Niger résiste aujourd'hui par rapport au problème du terrorisme, mais le Niger aujourd'hui est en train d'anticiper à travers ce genre d'événements, qui sont des événements phares auxquels le monde entier s'intéresse, que ce soit la communauté universitaire, que ce soit la communauté humanitaire, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit des États partenaires, c'est tout le monde qui s'intéresse et c'est tout le monde qui voit comment le Niger résiste par rapport aux problèmes de recul démocratique dans la zone, par rapport aux problèmes de terrorisme, par rapport aux problèmes de crise alimentaire, de la famine, des raretés de pluie et tout ce qui s'ensuit, des catastrophes naturelles. Le Niger résiste et mieux aujourd'hui, le Niger anticipe en termes d'innovation. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que l'État a tout à gagner, la population a tout à gagner. Et mieux aussi, ce qu'il faudrait dire, que ce soit les États du Sahel ou le Niger, nous regorgeons, le Niger regorge aujourd'hui une réserve importante de travailleurs humanitaires qui interviennent partout dans le monde. Ils sont sous-exploités, ils ne sont pas connus chez eux. Et toutes ces personnes-là, ils seront au Niger, ils vont participer dans le cadre de ces salons et la continuité par rapport à l'animation de l'école qui sera une école internationale de renom pour la formation des humanitaires, pour le recyclage des humanitaires, voilà, et sur des questions de recherche. Et je pense que le Niger a tout à gagner par rapport à cet événement. Et comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux en termes d'événements internationaux qui existe au Niger. Et le Niger doit innover et doit s'en approprier et pour qu'on puisse aller un peu de l'avant en termes de mobilisation. Mais regardez par exemple les sommets des chefs d'État de l'Union africaine. Il s'est passé, peut-être il va se répéter dans 50 ans, on ne sait jamais. Mais ça, cet événement, on va le faire, il va se répéter chaque année, il va se répéter ou chaque 2 ans. Et c'est un événement de presque même niveau, mais en termes d'impact aussi, qui peut avoir plus d'impact que les autres sommets, les autres événements qui sont peut-être purement politiques, puisque là, il y aura des impacts énormes, soit en termes de création d'emplois durables, soit en termes de mobilisation des ressources et tout ce qui s'ensuit. Et ça veut dire que le Niger aura son événement à lui, un événement de renom, un événement de qualité auquel tout le monde entier s'y intéresse. C'est de ça qu'il s'agit.